Merci. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus. C'est un plaisir d'être là. Donc, je vais essayer de vous raconter là, pendant 40 minutes un peu ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on aimerait savoir sur l'effet du son sur les plantes. Donc, Camille m'a déjà présenté. Disons que moi, je suis biomécanicien. Ce qui m'intéresse dans ma vie de scientifique, c'est de comprendre comment les plantes, les micro-organismes, créent des forces physiques, les transmettent et puis les perçoivent. Et c'est un peu, on n'est pas beaucoup à travailler là-dessus, hein, si vous connaissez quelqu'un d'autre, comme ça on serait deux. Alors je pense quand même que néanmoins c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ces interactions, elles ont lieu dans le vrai monde. Et dans le vrai monde, quand il y a deux organismes qui se rencontrent, peu importe comment ils se rencontrent, il y a toujours des forces qui sont mises en jeu. Donc on peut penser à ce qui se passe quand les pathogènes rentrent dans les plantes. Donc ça fait des structures qui font des hautes pressions. Il y a des champignons qui sont capables de percer le Kevlar, hein, sans problème. Et puis après, les champignons, les pathogènes, ils poussent dans les tissus. Et vous avez déjà tous enfoncé un clou dans un mur, vous voyez quelle est la résistance. Et bien là, cette résistance, ça peut être autant de signaux mécaniques perçus par les plantes pour mettre en place la réponse immunitaire. Donc moi, je m'intéresse à ça de façon générale, hein, aujourd'hui, quand même, je vous parle d'un aspect de ces recherches, c'est l'effet du son. Et alors, je dois vous dire que j'avais pas du tout envie de travailler sur ce sujet. J'ai pas du tout la fibre à ça, en principe, au départ. Comme je suis un peu le seul à travailler sur la relation entre la perception des forces et puis la mise en place de l'immunité, et qu'il y a eu pas mal de papiers sur l'effet du son sur les plantes qui sont parus, il y a pas mal de journalistes qui ont écrit un peu ce qu'ils pensaient de ces papiers. Et puis après, quand ils ont écrit leurs papiers, ils cherchent quelqu'un pour leur dire est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas? Donc là, il se trouve que c'est à moi qui demandais, et c'était devenu assez difficile de leur répondre parce que, comment dire, dans un article scientifique, même un bon, il y a quand même des zones de flou, et voilà. Et donc, c'est devenu assez évident qu'il fallait s'y mettre nous-mêmes pour pouvoir avoir quelques certitudes. Et quand on disait, ça nous paraît un peu fumeux, avoir des raisons de le dire et pas simplement parce que c'était pas clair dans un article. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé, avec sous la houlette et l'impulsion de Frédéric Garcia, donc, qui travaille à Amiat, hein, sa spécialité c'est l'intelligence artificielle. Et voilà, et qui d'ailleurs, j'en profite pour le dire, d'habitude on fait la présentation ensemble. Alors c'est une présentation plutôt autour du comportement des plantes. J'ai repris pas mal de slides, donc il faut quand même mentionner ça. Et puis voilà, après, Frédéric Garcia en 40 minutes, il dit juste comment il s'appelle, quoi. Donc c'est mieux que ça soit que moi aujourd'hui. Donc voilà, ouais, vous le connaissez, hein. Euh, voilà comment ça a commencé. Et puis, c'est pas mal parce que finalement, ça nous a permis de lancer quelque chose d'imprévu. Et dans cet imprévu, il y a rencontrer des gens, parce que comme je vous l'ai dit, on fait des conférences. Et du coup, c'est vrai qu'en rencontrant les gens, on se rend compte que ce sujet il passionne le grand public pour des raisons diverses, vraiment très diverses. Il y a quand même un point commun entre toutes ces raisons, c'est que ça émerveille les gens de savoir que les plantes sont aussi sensibles. Du coup, nous, en tant que scientifiques, ça nous émerveille aussi parce que on l'a su à un moment, puis à force de travailler dessus, on l'a oublié. Et alors, pourquoi on est quand même pas très. Enfin, on oublie si vite? Moi, la raison que je donne, c'est à cause de l'arbre de Porphyre, donc début du christianisme, au IIIe siècle, enfin voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut placer tout ce qui nous entoure à partir d'un truc un peu ésotérique, et puis en lui rajoutant des qualités. Ok, donc, dans cette histoire, les plantes, elles sont là. Et donc, pour y arriver, il faut que ce soit un être qui vive pour soi, que ce soit une substance, qui a un corps, que ce corps il soit animé, dans le sens d'avoir une âme. Évidemment, il y a des parties de ce truc qui sont très discutables, qui soit vivant. Puis après, si c'est un vivant qui est sensible, c'est pas une plante. S'il n'est pas sensible, ça devient du végétatif, et donc ça peut être une plante. Et alors, ce troisième siècle, c'est long, enfin, c'est loin, quoi, mais ça n'empêche que c'est quand même resté beaucoup dans nos esprits. Darwin, quand il travaille sur la dionée, la plante qui attrape les mouches, comme en fait, il voit bien qu'elle est sensible parce que quand il touche ses petits poils, elle se ferme, et il hésite à la classer dans les animaux. Et Darwin, c'est il n'y a pas si longtemps, quoi. C'est un peu 200 ans, quoi. Et cette façon de penser, en fait, elle est assez pratique, hein. Donc, j'ai l'impression qu'on l'a un peu ancré en nous. Alors, évidemment, c'est peut-être pratique, mais c'est faux, quoi. Et donc, il faut se souvenir que les plantes sont sensibles. Et ça, c'était pas mal pour nous scientifiques. Ah oui, pardon. Ouais, parce qu'évidemment, le but, hein, il y a un but à ça quand même, c'est le début du christianisme, donc c'est d'arriver à mettre l'homme tout en bas. Donc un homme, c'est évidemment un animal qui est conscient, qui est raisonnable, intelligent. Et puis, enfin, ça peut être un homme, quoi, le summum de la création. Et puis évidemment, là aussi,
Sur beaucoup d'aspects, c'est très très discutable, quoi. Et alors, c'est ce que enfin, du coup, c'est cet aspect où on néglige un peu la plante, hein. On a tendance à voir ça comme quelque chose de trivial. Ça a plutôt fait nos affaires à nous scientifiques, parce que ça nous a permis dans les 20 dernières années de montrer plein de mécanismes perceptifs et d'aller assez loin dans la découverte des mécanismes moléculaires. Alors, sensible, aujourd'hui, là, pour moi, ça veut dire que c'est un organisme qui est capable de percevoir et puis de répondre de façon adaptée à ce qu'elle a perçu. Et comme ça, bah, on peut s'apercevoir que si on fait, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais si on compare ça au sens humain, bah, on les a presque tous. Donc, bah, l'odorat, bah, les plantes, on sait qu'elles sont sensibles et qu'elles répondent à des composés organiques volatiles. Le premier qui a été découvert, c'est l'éthylène, parce que les plantes, en dessous des becs à éthylène qui servaient à éclairer les rues, enfin les plantes, les fruits, hein, mûrissaient plus vite que quand il n'y avait pas de bec à éthylène. Donc ça, c'est un truc historique, mais c'est encore un champ de recherche vraiment regardé, mais entre autres au IPM. Euh, la vue. Alors la vue, évidemment, hein, les plantes, c'est des êtres de lumière, sans photosynthèse par plante. Mais évidemment, ça va plus loin que ça. Elles sont capables de percevoir des couleurs. Donc on peut penser à la perception par les phototropines et les cryptochromes de ce qui se passe dans les ultraviolets. Et donc ça sert à la mise en place de la vie diurne de la plante avec l'ouverture des stomates et le début de la évapotranspiration. Et puis, bah, comme je vous l'ai dit, il y a aussi la perception du rouge et des infrarouges via les phytochromes. Et ça, c'est très important dans la compétition entre les plantes. Les plantes, elles ont une particularité, c'est qu'elles reflètent ces infrarouges, et donc une plante peut voir la plante voisine, parce qu'elle voit les infrarouges qu'elle reflète. Et donc, si vous faites une expérience assez rigolote, où vous prenez deux plantes de même taille et puis vous en décalez une, vous allez voir que la plante que vous avez décalée vers le bas, elle va rattraper sa croissance pour être à la même hauteur que sa voisine. Ça, c'est parce qu'elle a perçu les infrarouges qui lui sont renvoyés par sa copine. Si à la place de la plante, vous mettez un caillou, le caillou, il absorbe l'infrarouge, et donc il n'y aura pas de compétition. Donc, quand même, un mécanisme assez fin et troublant, quoi, sur la perception de la lumière et des couleurs par les plantes. Et puis, on en arrive au sens du toucher. Donc, le sens du toucher, on peut dire que c'est la perception des forces physiques, hein, par les plantes. Et quand on pense à ça, le premier truc enfin, il y a deux exemples qui sautent aux yeux. C'est évidemment la réponse de la Dionée, donc, qui attrape les mouches. Et on a l'autre exemple qui est le Mimosa pudica, hein, qui ferme ses folioles quand on le caresse. Et donc ça, tout le monde pense à ça assez rapidement. Et du coup, on a longtemps pensé que le sens du toucher était réservé un peu à ces deux plantes, qui sont plutôt des bêtes de foire, hein, c'est pas représentatif. Et on s'est aperçu quand même avec les recherches que c'était faux et que toutes les plantes étaient sensibles aux forces mécaniques. Alors l'exemple pour vous en convaincre, quand vous me direz si ça marche, c'est que bah, les plantes elles sont sensibles au moins à la gravité, puisque quand il y a la germination de la graine, eh ben, les racines poussent dans le sens de la gravité et puis la partie aérienne dans le sens opposé à la gravité. Donc déjà à des stades très précoces, il y a une nécessité de percevoir la gravité, hein, pour orienter la croissance. Voilà, et alors ces 20 dernières années, les recherches sur la perception des forces par les plantes ont été florissantes, et donc on a découvert que c'était finalement le supersens mécanique des plantes. C'est l'expression de Catherine Lange. Et donc on a vu, on a compris, on a étudié que les plantes étaient capables de répondre aux forces physiques qui venaient de l'environnement et aux forces physiques qui viennent de leur propre organisme, hein. Et comme les plantes, elles ont une structure un peu particulière, puisqu'il y a une paroi, et puis à l'intérieur, en gros, il y a de l'eau, quoi. C'est un peu comme des ballons de baudruche, et donc les plantes sont enfin, vraiment sensibles à la variation de pression grâce à leur paroi. Et enfin, c'est très intéressant. C'est un peu un exemple, un cas très particulier dans les organismes vivants. Ça ne se passe pas pareil chez les animaux, par exemple. Et donc, les plantes, elles perçoivent l'environnement. Alors, le sens du toucher, comme bon, aujourd'hui, je vais vous dire que bah, c'est sans doute ce qui participe à l'audition, quoi, le sens, un des sens qui manque. Bon, bah, il y a des fonctions de nutrition, mais souvent d'acclimatation. Et puis, bah, comme je le dis, la nécessité de percevoir la gravité pour réorienter sa croissance tout au long de la vie. Dans les signaux internes, eh ben, ça sert à l'ontogénèse, donc la formation des organes. Le sixième sens des plantes, ou des êtres humains, quoi, la proprioception, ça c'est le sens de l'équilibre. Une plante, c'est important qu'elle pousse, mais c'est aussi important qu'elle tombe pas. Si elle tombe, elle meurt. Donc bah, il faut en fait savoir à tout moment comment sa masse elle est dans l'espace. Ça a été montré en 2014, c'est assez impressionnant. Et puis évidemment, le végétal, c'est des formes, hein. Donc si ici, j'ai posé que des fleurs, on peut noter qu'on reconnaît les plantes
par leur forme, alors que l'environnement autour de chaque fleur est différent. Et donc cette robustesse là, dans la conservation des formes, elle est assurée par la perception des forces internes pendant la croissance. Donc ça s'appelle la morphogénèse. Et puis, bah, nous, notre petite contribution à tout ça, c'est d'avoir montré que les forces mécaniques, qu'elles soient de l'environnement ou internes, les modifications internes par les pathogènes, sont importantes dans la régulation de l'immunité. Alors aujourd'hui, je vous parle de la question du jour, c'est est-ce que le son a une influence sur les plantes? Et donc, on commence un petit peu par la physique du son, hein, de façon assez simple. Donc, le son, c'est une onde mécanique. Alors, voilà, je dis mécanique parce que c'est pas électromagnétique, hein, il n'y a pas de champ électrique, de champ magnétique. C'est pas du tout décrit par les mêmes équations. Donc, ça arrive quand il y a une source qui se met à vibrer de façon synchrone à un moment et qui met en branle l'environnement, qui crée dans l'environnement qui l'entoure des mouvements cohérents. Donc, ça veut dire que ça peut se faire dans du solide, enfin, voilà, ou dans l'air, ou dans des gaz, ou dans du liquide, hein. Cousteau et le monde du silence, c'est complètement faux. Enfin, l'eau, c'est un très bon conducteur du son, donc évidemment, l'océan, c'est plutôt le monde du bruit comparé à ce qui se passe au-dessus de la surface de l'eau. Donc cette source, elle vibre, elle entraîne le mouvement des molécules. Ces molécules, en fait, elles ne vont pas se déplacer. Enfin, elles ne vont pas se déplacer loin, elles vont rester sur place et osciller sur place. Ce qui fait que ça va former des zones où il y a un moment, dans le temps, quoi, bah, plus de molécules qu'à d'autres moments. Et donc, évidemment, bah, en opposition, en espace, on a des zones où il y a moins de molécules. OK. Donc, haute pression et basse pression. Et c'est ça qui fait le son. Il y a une particularité assez intéressante, c'est que la distance entre ces zones de haute pression et de basse pression, elle est régulière. Ça s'appelle la longueur d'onde et elle dépend de la vitesse de propagation du son. Donc, dans l'air, c'est l'air qui va nous intéresser aujourd'hui, le son il se propage à 340 mètres secondes. Donc, si on prend un son très grave, 300 Hertz, eh ben, on a une longueur d'onde de 1 mètre. Alors, vous imaginez maintenant au milieu de ce mètre une feuille c'est 100 micromètres à peu près d'épaisseur, et vous voyez que la variation de pression sur ce mètre, si on la ramène à ce qui se passe autour de la feuille, c'est tout petit, quoi. Donc autour d'une feuille, le son il fait une différence de pression, un 10 millionième de ce qu'il y a, et ce qu'il y a, c'est vraiment pas grand-chose, parce que je vous ai dit, c'est des petites molécules qui se déplacent, et une molécule, même s'il y en a beaucoup, ça pèse pas lourd, et donc à 96 décibels, donc boîte de nuit à fond la caisse, c'est seulement 1 pascal. Et 1 pascal, c'est un cent millième de fois la pression atmosphérique. Donc, c'est rien du tout. Donc, si on continue notre petit raisonnement, là, sur 1 mètre, la feuille au milieu, elle a un 10 millième de 1 pascal, donc négligeable. Si on a des sons plus aigus, 3000 Hz, eh ben, la longueur d'onde, elle va être de 10 centimètres, ça reste toujours très très grand devant l'épaisseur de notre feuille. Et puis, si on monte à 30 000 Hz, donc là, on est dans le début des ultrasons, on n'entend plus rien. Nous, on entend jusqu'à 20 000 Hz, hein, quand on est jeune. Après, quand on commence à vieillir, c'est plutôt, c'est plutôt 15 000 quoi, ou 17 000. Et ça reste quand même 1 centimètre. Et 1 centimètre par rapport à 100 micromètres, ça reste quand même très très grand. Donc en fait, on a des variations très très petites. Alors du coup, je vous dis ça parce qu'on va s'en servir un peu tout à l'heure. Alors c'est fini pour cette partie son. Et puis, sans raison physique, biologique, il y a quand même depuis assez longtemps des expérimentations qui sont faites en agriculture. Alors, expérimentation, c'est pas tellement en sciences scientifiques, hein, c'est pas on fait des mesures, on regarde si ça marche, non, c'est des trucs complètement empiriques. Il n'y a absolument pas de moyen de vérifier si ça marche ou pas. Mais il se trouve qu'il y a un marché. Alors, le marché n'est peut-être pas énorme, mais il y a des entreprises qui existent. Là, c'est Sonic Boom aux États-Unis qui fabrique toute une gamme. Après, il y a des gens qui se débrouillent tout ça, quoi. Il y a des sociétés françaises, voilà, Startup Nation. Et puis, on a évidemment des méthodes un peu plus empiriques. Et évidemment, on a toujours. Ça, c'est un papier publié, hein, c'est pour ça que les images ne sont pas de bonne qualité, mais c'est l'un des rares papiers publiés par une équipe chinoise en chinois. Et donc, c'est la chinoise, quoi. C'est-à-dire, ce haut-parleur-là, il produit 120 décibels. Donc, le record d'un concert, le plus fort concert jamais enregistré, c'est YouTube. 120 décibels, quoi. Il y avait des gens qui ont été rendus sourds à vie, quoi. Mais ce truc-là, il fait 120 décibels à 50 mètres du haut-parleur. Voilà. Et puis, des expérimentations en serre. Et après, derrière tout ça, il y a quand même un côté New Age qui se cache. Et donc, si vous allez sur des streamers de musique, vous allez trouver des playlists. Alors, celle-là, c'est une vraiment intéressante parce que là, elle stimule la croissance, quoi. Il y en a qui vont stimuler la germination, tout ça. Enfin voilà, donc il y a même Mort Garson, par exemple, en 72, qui fait un album pour les plantes, quoi. Donc il y a vraiment ce courant New Age qui existe, qui est en toile de fond. Et du coup, il y a une connexion avec l'art qui existe vraiment depuis toujours, quoi. Et puis,
Ça a pas mal. Les gens qui viennent, dans la plupart du temps, ils ont entendu parler de ça parce que bah, il y a eu des concerts faits par des plantes. Et puis, bah, un peu plus rarement, mais des concerts faits pour les plantes. Voilà. Alors, avec une vision artistique, hein, pas besoin de lumière, pas besoin d'eau, juste du son, c'est bon, quoi. Et, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que les gens entendent parler de ce genre d'expérience. Et puis, bah, du coup, ils en arrivent à se poser des questions peut-être un peu plus scientifiques. Alors, ok, alors tout ça, c'est bien, mais comme je vous ai dit, c'est pas avec ça qu'on va savoir si le son a vraiment un effet sur les plantes. Et donc, je vais vous faire un peu une revue biblio rapidos. Et alors, j'écarte tout de suite ce cas-là, quoi. Donc, le cas où on teste de la musique. Donc, la musique, c'est des sons compliqués, hein, et ça, ça existe depuis que les gens ils ont eu un tourne-disque qui était 33 tours chez eux. Le premier papier que moi j'ai dans ma collection, c'est 1963, et c'était différentes chansons des Beatles, et laquelle est la mieux pour ces plantes. Alors, c'est des trucs assez robustes, toujours faits sur une seule plante. Là, vous voyez le rock et ce bananier, là, vraiment, ça n'a pas collé, quoi. Et voilà, donc évidemment, c'est assez public. Je sais pas, enfin, c'est pas évident, c'est pas des gros trucs, quoi, mais bon. Alors, on parle pas de ça, on parle de papiers qui ont été, enfin, des résultats qui ont été publiés par plusieurs équipes différentes, indépendantes, et qui se répètent un peu dans le temps. Donc, voilà ce que ça donne. Bah, le son, donc une note pure, hein, une seule fréquence, favoriserait la germination et l'accélération de la croissance, alors tout particulièrement au moment de la germination. Le son faciliterait les défenses immunitaires. Alors ça, je vais vous en parler un peu plus après. Et puis la tolérance au stress. Et alors, quand on dit ça, c'est plus stress hydrique. Alors ça, on n'a pas de mal à l'imaginer parce que la première réponse de la plante quand on a mal au son, c'est de fermer ses stomates. Donc évidemment, sur un court terme, c'est avantageux quand on a stress hydrique. Après, sur le long terme, bah, on meurt, quoi. Donc c'est une tolérance toute relative, quoi. Et puis, bah, on s'en sert dans certains camions, dans des procédés pour retarder la maturation. L'idée étant que, évidemment, les fruits, quand ils arrivent, ils aient l'air bons, et donc il faut qu'ils soient rouges sur l'étal et pas avant, quoi. Et puis, ça favoriserait d'un petit pouillème les rendements de la photosynthèse. Donc ça, c'est ce qui est publié et c'est ce sur quoi on peut relativement avoir confiance parce qu'il y a plusieurs personnes qui retrouvent des résultats qui vont dans le même sens. Alors voilà, ça n'empêche que on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment une question de biologie? Tout ce que je vous ai montré, c'est vraiment plutôt techno appliqué. Et pour que ça soit une question de biologie, et c'est important pour nous, puisqu'on est censé, enfin pour moi en tout cas, je suis censé être biologiste, un peu pour moi, c'est que bon, pour que ça soit important, il faut que le son ait une influence dans la niche écologique des plantes, c'est-à-dire dans son environnement, pour que le son puisse jouer un rôle sur la plante. Sinon, c'est une question sur le végétal, mais pas tellement une question de biologie. Et alors là, il y a quand même deux papiers très troublants qui sont sortis. Alors, le premier en 2014 par Apple et Coocraft. Et eux, ils travaillent sur la Arabidopsis thaliana, hein, la plante modèle, et puis ils enregistrent le bruit de mastication que fait une chenille qui s'appelle Pieris rapael quand elle mange Arabidopsis. Et puis, bah, sur une plante qui n'a pas la chenille, il joue le son, et puis il remarque que la plante, elle se met à faire une défense contre la chenille. S'il joue un autre son, la plante ne fait pas ses composés de défense. Donc, résultat super troublant. Et malheureusement, dans le papier 2014, il n'y a pas eu de suite à ça, quoi. Bon, parce que c'est tellement troublant qu'on aimerait quand même avoir le fin mot de l'histoire, quoi. Bon, alors, un petit peu de frustration là-dessus. Et puis, un autre exemple un peu plus récent, 2018. Donc, un bourdon qui vient polliniser une plante. Et le bourdon, quand il approche de la plante, il ralentit son battement d'ailes et il se met exactement à 300 Hz. Et à 300 Hz, la plante, elle fait plus de nectar et le nectar est plus sucré. Et pareil, alors en 2018, il y a pas de, enfin, il y a des suites un peu pas encore publiées. Du coup, moi, je connais des gens qui travaillent là-dessus et ils arrivent à faire, à reproduire les mêmes résultats avec Arabidopsis thaliana. Donc ça, il semblerait que ce soit un mécanisme assez, enfin, qu'on puisse explorer un peu plus amplement dans les prochaines années, quoi. Et donc, bah là, c'est deux exemples qui montreraient que dans la niche écologique, le son aurait une influence sur la vie de la plante, bah, pour sa pollinisation, puis éventuellement pour sa réponse immunitaire. Voilà, alors ça, c'est à peu près ce en quoi, on va dire, on peut avoir plus ou moins confiance dans ces résultats. Et donc, je vais vous parler un peu de ce que nous, on fait à l'IPME à Toulouse. La recherche, hein, vous savez, c'est un peu comme les enfants, quoi. Celle des autres, c'est intéressant, mais on préfère toujours la sienne, quoi. Et donc, nous, on travaille évidemment sur l'influence du son sur la réponse immunitaire. Et comme je vous l'ai dit, ouais, j'avais pas, enfin, je suis parti dans cette aventure un petit peu dubitatif. Donc, on utilise un pathosystème. Donc, dans un pathosystème, bah, il faut une plante, enfin une victime, quoi. La victime, évidemment, c'est la plante. Elle va se faire manger par un pathogène. Et nous, notre pathogène favori, là, c'est Sclerotinia sclerosorium. Donc, c'est un champignon qui va tuer la plante très rapidement.
faire du mycélium, et puis bah, si vous pouvez identifier ça sur des campagnes chez vous, là, des petites, enfin, sa structure de survie là, les sclérotes, quoi. Et voilà, donc c'est un pathogène évidemment qui a son rôle à jouer, enfin qui joue un rôle néfaste dans l'agriculture, hein. Donc c'est vraiment, enfin, c'est pas juste un cas d'école, hein. On a intérêt à mieux comprendre la réponse immunitaire à ce genre de pathogène. Et donc on fait bah, un protocole expérimental tout simple, parce que vu que je suis pas tellement convaincu par le fait que le son puisse avoir un effet sur les plantes, on va vraiment mettre le moins d'ingrédients possible dans ce qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire, c'est on va exposer les plantes 3 heures par jour à du son. On part sur un son assez aigu, 1000 Hz, pour plein de raisons qu'on pourra aborder dans les questions si ça vous inquiète. Et puis, assez fort, hein, 100 décibels. Donc, 100 décibels, c'est vraiment pas très, très supportable. Il faut travailler dans des enceintes. Et puis, une fois que les plantes elles ont eu ces 3 heures, on va les infecter. Et puis, bah, on va regarder à quelle vitesse se propage la maladie. Si la maladie elle se propage vite, après avoir eu le son, c'est que, bah, plus vite que quand la plante n'a pas eu de son, c'est que le son a rendu la plante bah, enfin, plus sensible à la maladie, moins résistante. Et puis, inversement, si la maladie elle se propage plus lentement, bah, c'est que le son a rendu la plante plus résistante. Alors là, c'est notre niveau de départ, hein, ça c'est la vitesse de propagation de notre maladie, c'est notre niveau de départ de résistance. Et puis, bah, premier jour, on va la prendre 3 heures au son, on l'infecte et il se passe rien. Là, je me dis super, ça va vite être fini cette histoire. Et 3 fois 3 heures, enfin 2 fois 3 heures, hein, pardon, donc le deuxième jour, on infecte, bah, aucun changement. La plante, elle répond comme si elle n'avait pas eu de son. Donc super, ça sent bon la fin de manip. Et puis, troisième jour, paf, 3 fois 3 heures, la plante, elle est beaucoup plus résistante. C'est peut-être un artefact, hein. Donc on continue, ben, 4 fois, 5 fois, jusqu'à 10 fois. Et donc là, la plante, au bout de 10 fois, elle est toujours aussi résistante. Enfin, de 3 à 10, elle reste plus résistante. Et elle est plus résistante de 26%, ça veut dire que la vitesse de la maladie, en gros, elle est à base d'un quart, quoi. Nous, dans notre contexte, c'est très très important, quoi. Comment dire, nos processus moléculaires qu'on a identifiés, quand on les teste, ils sont largement en dessous de 10%. Et là, sans vraiment se casser la tête, en faisant des trucs tout simples, 26%. Bon, donc quand on en est là, bah, évidemment, on a envie de comprendre ce qui s'est passé. Et bah, du coup, on a essayé de comprendre à notre façon un peu ce qui s'était passé. Alors notre façon, elle a un parti pris, hein, c'est que nous, on aime beaucoup regarder l'expression des gènes dans la plante. Donc, on va regarder l'expression des gènes quand elles sont exposées au sol. Le principe, il est évidemment tout simple, hein. L'idée, c'est de se dire que quand on regarde les transcrits de la plante, c'est-à-dire en gros comment elle a exprimé son ADN, on peut se faire une idée de ce qu'elle est en train de faire. C'est vraiment une approximation assez forte, mais dans ce qu'on est capable de faire, c'est pas le pire, quoi. Alors, je vais vous illustrer ça en utilisant le Stadium de Toulouse. Alors, moi, on sera tous d'accord pour dire que le Stadium de Toulouse, il n'a aucun intérêt footballistique. Par contre, il a un super intérêt, c'est qu'il y a 30 000 places. Et dans Arabidopsis thaliana, il y a à peu près 30 000 gènes. Et donc, nous, ce qu'on sait, c'est que la réponse immunitaire, quand on infecte notre plante, ça mobilise la moitié du génome, à peu près. Et chez des plantes qui ont juste été exposées au son, qui n'ont pas été infectées, on a déjà la mise en place de la moitié des gènes qui sont bougés pour faire la réponse immunitaire. Enfin, contribue à la réponse immunitaire. Donc ça veut dire chez une plante saine qui a eu 3 jours de son, eh ben, il y a déjà une première partie de la réponse immunitaire qui visiblement est fonctionnelle et qui bah, participe, enfin, qui permet de ralentir la progression de la maladie. Et, mais comme je vous dis, enfin comme je vous ai montré là, il faut répéter plusieurs fois les stimulations pour voir un résultat. Donc ça veut dire qu'il y a un effet mémoire. Alors qu'est-ce qui se passe pendant cette répétition et qu'est-ce qu'elle permet cette mémoire? Et donc là, pour le dire assez simplement, c'est que quand on a stimulé une fois, la plante n'est pas plus résistante, mais met en place des moyens d'être plus sensible aux signaux qui viennent de l'environnement. Quand on a stimulé 3 fois, la plante est plus sensible, et en plus d'être plus sensible à l'environnement, elle est plus sensible à ses signaux internes, donc les signaux hormonaux et puis calciques. Quand on continue, il ne se passe plus grand-chose. Et il y a peut-être un petit peu des petits changements dans le fonctionnement moléculaire, bon, probablement. Et donc, en fait, il y a une construction progressive de cette résistance. Voilà, donc voilà, une première en fait, explication de pourquoi, comment le son rend les plantes plus résistantes. Et la moralité de cette histoire, c'est quand même, comme je vous dis, il y a un effet mémoire. Évidemment, quand on dit mémoire, on dit oubli. Si vous prenez une plante qui a été stimulée, qui est plus résistante, vous vous arrêtez de la stimuler 2 jours, c'est comme si elle n'avait jamais été stimulée. Donc, quand même, si on pense à des aspects techno, pour en revenir à nos applications à l'agriculture, bon, peut-être on n'est pas dans l'efficacité grandiose, quoi. Voilà, alors ça pour cette première partie. Mais en faisant ça,
Donc, on a constaté qu'il y a un effet sur les plantes, hein. On a fait des milliers d'infections, là, il y a aucun doute, ça marche toujours très bien. On n'a quand même pas compris la question essentielle, c'est comment les plantes perçoivent le son. Et ça, c'est vraiment une question bloquante, quoi. Et donc, pour répondre à cette question, on a travaillé avec le laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans. Donc, c'est le plus gros laboratoire d'acoustique en France. En gros, au Mans, il y a les Rillettes, les 24 heures et le Dôme. Si vous partez en vacances au Mans, personne ne fait ça, mais au cas où, je sais pas. Vous pouvez aller visiter le labo, hein. Il y a un musée et tout, c'est super intéressant, enfin, super impressionnant, quoi. Et voilà. Donc, en fait, on a essayé de regarder ça avec eux en mettant en place des approches un peu interdisciplinaires. Alors, comment les plantes pourraient percevoir le son? Ce qui a avancé là, dans la littérature, c'est que c'est les trichomes qui participent à la perception du son. Donc, les trichomes, c'est des petits poils qu'on retrouve à la surface des feuilles et des tiges, et puis qui se mettraient à vibrer quand il y a le son. Ah, ok, donc ça, c'est, vous voyez le trichome, et il y a du son, et il se met à fléchir. Et quand il fléchit, eh ben, vous voyez ici, il y a une zone de compression, et c'est là que ça serait perçu. Alors, le truc, c'est que nous, on refait le modèle, euh, mais le truc, enfin, c'est juste un modèle, il n'y a pas d'expérience, hein. Et là, dans ce truc-là, dans le modèle qui est publié, il y a 1 mètre cube d'eau, quelque chose qui fait 1 micromètre, donc ils se sont trompés dans les unités, quoi. Donc on sait que ça ne peut pas marcher aussi bien, et d'ailleurs, on le vérifie expérimentalement. Quand on prend des plantes qui ont des trichomes un peu biscornus ou pas de trichomes du tout, on a exactement les mêmes résultats sur, par exemple, l'augmentation de la résistance. Et puis, ces derniers mois, là, on a travaillé vraiment un peu la physique de la vibration du trichome. Et les trichomes, ils se mettent à vibrer, certes, mais alors vraiment au-dessus de 7 MHz. Ils vibrent entre 7000 et 8 MHz, après ils vibrent plus. Et bah, nous, enfin, ouais, c'est une petite digression, mais ça nous a permis de. Donc, ça veut dire que quand les trichomes bougent, la feuille ne bouge plus. Donc, ça s'appelle un cristal acoustique. C'est une structure qui est capable d'absorber le son. Ça, c'est super utile, par exemple, dans les fosses d'orchestre. Dans les fosses d'orchestre, les musiciens, ils veulent pas avoir enfin, le violoniste, il veut pas avoir le son du gars qui est au timbale. Et donc, bah, on met des gros cubes, et ces cubes, à l'intérieur, ils sont creusés avec des spirales, comme des coquillages. Et ça va, comme le son, il rebondit partout, il s'atténue. Ça prend vraiment beaucoup de place. Et là, en fait, en faisant une structure biomimétique, avec des poils vraiment de petite taille, on arriverait à absorber les fréquences comme on veut. Et alors, donc, du coup, c'est un projet que l'on continue avec le laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, sur des aspects un peu biomimétiques. Alors, autre façon que les plantes auraient de percevoir le son, c'est les canaux mécanosensibles. Alors, les canaux mécanosensibles, c'est rien de compliqué, c'est une plante. Ok, et alors là, vous les voyez par-dessus, ça c'est la membrane de la plante, hein. Puis vous voyez ces canaux mécanosensibles qui se baladent dedans. Et quand il y a de la tension, c'est-à-dire quand la plante elle se met à être déformée, eh ben, la porte elle s'ouvre et elle laisse passer les molécules. Donc c'est super joli. Et comme vous le voyez hein, sur ces films, on les connaît très très bien, quoi. Parce que bah, ces canaux, on les retrouve déjà chez les bactéries, donc ça fait un moment que c'est étudié. Alors, le problème, c'est que c'est tellement bien étudié qu'on sait qu'il n'y a aucun canal qui est capable de s'ouvrir plus que 10 fois par seconde. Ça pose un problème pour le son, parce que bah, le son, c'est minimum 100 fois par seconde. Bah, nous, on travaille à 1000 Hz, c'est 1000 fois par seconde. Donc là, on ne connaît aucun canal qui est capable de suivre le rythme. Ensuite, bah, il faut tirer sur la membrane pour ouvrir la porte, quoi, pour ouvrir le canal. Et donc, ça, quand on fait des calculs, on se rend compte qu'il manque 1000 fois, enfin, 1000 fois de force quoi, pour l'ouvrir. Le son, c'est vraiment, comme je vous ai dit au début, hein, c'est vraiment rien du tout en termes de pression mécanique, quoi. Et donc, concrètement, les canaux, on n'en connaît aucun qui permettrait d'ouvrir ça. Alors, si les canaux sont impliqués, c'est des canaux qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est très, très probable que ça soit le cas, hein. Plein de canaux qui n'ont pas encore été étudiés. Après, nous, on n'aime pas trop invoquer des trucs qu'on ne connaît pas pour des explications. Donc, on met pour l'instant un peu cette hypothèse de côté. Et donc, nous, on a essayé une approche un petit peu plus macroscopique que moléculaire. Et donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est notre labo de biomol à Toulouse, hein. Et puis, bah, quand même, pour faire un truc vraiment très simple, c'est-à-dire mesurer avec le laser qui est là, le déplacement d'une feuille qui est excitée par un haut-parleur, et ben, il nous faut quand même tout ce matériel-là. Et puis, bah, c'est du matériel bah, quand même assez cher, mais bon, pas assez raffiné. Et donc, vous voyez, on est obligé de coller une bande réfléchissante sur la plante, on est obligé de la coller au milieu, pas que ça change trop l'amplitude des déplacements, et pas de chance, au milieu, c'est là où ça bouge pas trop. Donc, on a vite opté pour une approche, comment dire, un peu plus digne des ambitions, quoi. Et donc, on est parti au Mans avec un super robot, là, investissement européen à 10 millions. Donc, le robot déplié, il fait 6 mètres. Et puis, il a 3 têtes laser là, qui mesurent dans toutes les directions les vibrations
ce qui vibre, quoi. Et puis, vous voyez notre plante, elle est là. Donc ça, c'était vraiment, on n'était pas peu fiers. Donc ça prend 4 heures pour faire toute la plante. Et évidemment, pendant 4 heures, la plante, elle fait un peu sa vie, hein. Donc elle n'a pas de mouvement élastique, elle change de sa forme et tout. Donc ça fausse toutes les mesures. Donc c'est très très compliqué à débruiter. Et donc finalement, bah, ces dispositifs-là, c'est vraiment pour un peu les objets du passé, quoi, les avions, les voitures, mais les objets du futur comme les plantes, ils ne sont pas capables de le faire. Et donc on a fait un peu des trucs bricolage maison, quoi. Alors voilà ce sur quoi on a convergé. On utilise une caméra qui fait 1 million d'images par seconde. Alors évidemment, on filme la feuille qui est excitée par un haut-parleur. Évidemment, quand la feuille est excitée, on ne voit rien du tout. Quand vous mettez de la musique chez vous, vous ne voyez pas vos plans bouger, en principe. Et donc là, on ne voit pas plus. Mais la caméra, elle est tellement raffinée dans le temps et dans l'espace, quoi, qu'on voit les petites modifications de couleurs. Et ça nous permet de reconstituer le mouvement. Et donc, voilà. Et on a besoin, en plus d'une mesure laser, mais qui est simplifiée, on a besoin que d'un seul laser pour confirmer, enfin pour confirmer, pour normer un petit peu ce qu'on a avec cette mesure. Donc ça nous permet de faire des mesures super rapides, hein. On peut passer de 200 Hz à 30 000 Hz en 5 minutes et avoir le déplacement dans tous les points de la plante comme ça. Alors voilà le genre de résultat qu'on a. Alors si la feuille ne bougeait pas, ça serait tout blanc. Et là, vous voyez, donc en rouge, ça va vers le haut, en bleu, ça va vers le bas. Et donc, on est capable de produire ce genre de données, puis maintenant de les analyser. Donc là, on est à basse fréquence. Le déplacement maximal qui est là, donc il y a un petit artefact, mais bon, il est de 1 micromètre, hein, donc évidemment, il n'est pas visible à l'œil. Donc j'ai dû grossir à peu près 200 fois le déplacement vertical par rapport aux tailles de la feuille pour qu'on voit quelque chose. Ok, bah alors super, on a des trucs qui bougent, mais c'est pas pour ça que bah, eh ben, il faut s'en servir, quoi. Et premier truc, eh ben, pourquoi ça bouge? Tout à l'heure, je vous ai dit, on a 1 mètre et enfin, des longueurs d'onde très très grandes devant l'épaisseur d'une feuille. Donc, c'est pas la différence de pression qui peut faire bouger les plantes comme ça. Et je ne vais pas changer d'avis, c'est vrai. Et alors, comment ça se fait qu'on a un mouvement ici et comment ça se fait qu'il est aussi compliqué? Et alors, du coup, c'est par transfert d'énergie, c'est une excitation. Le son, en fait, il excite la structure de la plante. Alors, pour vous montrer ça, je vais utiliser le film avec le réglé. Donc, ça, c'est une règle. Et ici, la règle, elle est excitée par un petit pot vibrant. Le pot vibrant, il se déplace de 1 mm. Et donc, pas grand-chose. Mais il se déplace à une fréquence pas quelconque. Et cette fréquence-là, elle excite le déplacement du réglé. Et vous voyez que ça fait enfin, ça fait une dizaine de centimètres là-bas. Donc, 1 mm ici, ça peut faire 10 centimètres. Et donc, on peut avoir si la fréquence est accordée au matériau, des petits déplacements, des petites oscillations peuvent créer des grands déplacements. Et donc, c'est un peu ce qui se passe chez les plantes, des petites fluctuations de pression, donc de pression dans l'air, créent des déplacements. Alors qu'ils ne sont pas aussi grands que chez le réglé, évidemment, mais c'est ça l'origine des déplacements. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, regardez, en 2D, ça marche pareil, hein. Là, c'est une plaque d'acier, et puis ce qui bouge, c'est au milieu, hein. Le pot vivant, il est là, il se déplace aussi pareil, donc rien du tout. Et puis, ce que vous voyez bouger, c'est du sel de table. Et bah, le sel, il va se mettre dans les plis, quoi. La plaque, elle se plie parce que ça bouge. Et puis, bah, le sel, il va aller là où ça ne bouge pas. Où est tout le temps, ça s'appelle un pli, quoi. Et donc, vous voyez qu'en fonction de la fréquence, vous allez avoir des façons de plier cette planche, enfin, cette plaque, qui sont très complexes, assez jolies, mais très, très complexes. Hein, par exemple, ici, bah, ça va vers le haut, donc ça va vers le bas. Enfin, et vous montrez qu'il y a certains points communs avec ça. Et donc, bah, par exemple, une des études qu'on a tirées avec notre gros laser, là, c'est que ça ressemble vraiment à la déformation d'un objet super simple qui serait un disque, quoi. Donc évidemment, ce n'est pas les mêmes fréquences parce que bah, l'acier, ce n'est pas du matériau végétal, ce n'est pas le problème. Par contre, la façon de se déformer, elle est, comment dire, elle est systématique. Ah bah, la première fois que la plante est déformée par le son, elle fait une flexion. Quand on continue, elle fait une flexion plus compliquée, enfin, elle fait deux flexions plus compliquées. Quand on compte, plus on avance on augmente la fréquence et plus bah, la façon de se plier, elle est compliquée. Et puis à partir d'un certain moment, bah, alors là, il y a des cisaillements, quoi, c'est-à-dire que enfin, ça frotte, quoi, si vous voulez. Et donc, si vous mettez à une fréquence quelconque, vous avez ben, un peu de celle-là, un peu de celle-là. Et donc, vous êtes capable très bien d'expliquer ce genre de déplacement super compliqué. Je ne sais pas si ça vous parle, mais pour nous, c'est vraiment important de comprendre l'origine du déplacement et puis après, bah, être capable de comprendre, d'anticiper comment là, ça allait se déplacer. Alors, on en revient un peu aux ordres de grandeur quand même, parce qu'on va aller vers la biologie. Et ben, quand on est en dessous de 1000 Hz, des sons graves, on se déplace de 100 nanomètres. 100 nanomètres, c'est un virus.
En moyenne, hein, c'est important en moyenne. Et puis quand on est au-dessus, eh ben, on se déplace de 10 nanomètres, donc l'épaisseur d'un bras d'ADN. Donc ça veut tout de suite dire que déjà, c'est pas la moyenne qui va être perçue, hein, c'est vraiment trop petit. Par contre, ici, on est en échelle log, et puis il y a quand même une bonne décade entre la moyenne et puis le maximum. Donc on va plutôt regarder ce qui se passe dans le maximum. Alors la première fois que j'ai montré ça à des physiciens, c'était, et ils m'ont dit, ouais, franchement, ton machin, là, c'est du bruit, on n'y croit pas du tout. Il n'y a aucune structure qui peut percevoir eh ben, cet ordre de grandeur, de déplacement, de déformation, c'est impossible. Alors, du coup, j'étais pas trop d'accord. On en connaît une très bien, c'est le tympan. Donc là, c'est un film, c'est une mesure du tympan humain, exactement les mêmes mesures qu'on a fait sur nos feuilles, sur des tympans. Et bah là, on est à 1000 Hertz, hein, et vous voyez par exemple, le déplacement d'un tympan, donc vous voyez une bosse qui se forme ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon truc de feuille, mais il y avait aussi des bosses qui se formaient. Et cette bosse, eh ben, elle se déplace d'une dizaine de nanomètres, hein. Et jusqu'à preuve du contraire, mais ça ne nous empêche pas d'entendre. Donc, on connaît d'autres membranes qui permettent très bien la perception et qui ont exactement les mêmes ordres de grandeur en termes de déplacement et de fréquence de stimulation d'ailleurs par la même occasion. Alors voilà, si on regarde un peu autrement notre feuille, on va regarder les plis, hein, parce que ce qui nous intéresse, c'est les plis. Et donc là, c'est ce que vous voyez apparaître en jaune, hein. Et donc dans les plis, évidemment, il y a des cellules, et ces cellules-là, quand elles sont pliées, elles changent de forme. Vous voyez, dans les cellules, quand on plie dans ce sens-là, les cellules-là elles deviennent plus grandes, c'est là plus petit. Et ça, typiquement, toutes les cellules sont capables de percevoir ça. Euh, Ça s'appelle la déformation. Et je ne résiste pas à vous raconter l'anecdote des déformations. C'est bien la variable des déformations qui est perçue par les plantes. Et c'est important pour moi parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait que Bruno Mouillard, d'INRA, qui travaillait sur, enfin même Sénat, travaillait sur la mécanoperception. Et l'INRA lui a dit, bah, c'est gentil, ces trucs-là, mais quand même, vraiment, on s'en fout. Et donc, il faut arrêter. Alors, Bruno, il leur avait dit, mais oui, mais quand même, on est des scientifiques, on va faire une expérience. Et en fonction du résultat, vous me direz ce que vous en pensez, si on arrête ou pas. Voilà l'expérience. Donc, c'est un champ de luzerne. Et puis au milieu, les plantes, elles poussent dans un grillage. Le grillage, il est horizontal, et donc chaque tige pousse, et quand il y a du vent, elles ne peuvent pas se déformer parce qu'elle est retenue par le grillage. Ok, donc elle a bien la pression du vent, et elle a bon, ouais, la pression du vent, mais elle ne peut pas se déformer. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'au bout d'une semaine, les plantes au centre, là, qui ne sont pas déformées, qui n'ont pas perçu les forces mécaniques, elles sont 2 fois plus grandes. Donc, la réaction de l'INRA à ça, c'était de dire bah, quand même un gain de rendement de 100%. Alors, on n'avait pas eu ça depuis 1947, l'introduction des engrais chimiques. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, quoi. Donc, pour ça qu'aujourd'hui, je peux travailler sur le sujet, parce qu'il y a 20 ans, il y a eu cette expérience qui est faite. Donc, même si la photo est moche, ça valait le coup d'en parler. Voilà, alors du coup, on en revient à notre petite histoire. Donc, on cherche les endroits où il y a les plis, parce que c'est là que les cellules sont déformées, et on sait que les cellules, ce qu'elles perçoivent, c'est leur déformation. Et donc là, nous, ça a été un gros travail de notre équipe à l'unité quantitative des plantes, d'aller regarder cellule par cellule l'expression des gènes. Et donc, on a été capable, maintenant, on est capable de mesurer l'expression des gènes dans les cellules qui sont pliées et puis dans les cellules qui bougent ici, mais sans être pliées. Et donc, on connaît un peu comment dire, des molécules que les plantes doivent exprimer quand elles perçoivent. Et on se rend compte que bah, ces molécules-là, elles sont exprimées en fonction de l'intensité du pli. Et ça répond à toutes les fréquences. Donc, on pense avoir une explication. Alors, il nous manque une petite étape que j'espère vous montrer un jour. Mathilda elle travaille vraiment d'arrache-pied dessus, mais on espère créer des plantes qui, quand on les mettra au son, on pourra voir les plis vraiment sur la plante, quoi. Voilà, ça serait une façon très très élégante un peu de finir ce travail. Alors que je vais récapituler hein, vite fait. Donc le son, ça crée des mouvements de la feuille. Ces mouvements, ils sont pas simples parce que c'est une excitation de la matière et donc ils sont très très compliqués. Ça crée bah, des déformations. Les cellules sont déformées et ça, pardon, elles le perçoivent. OK? Et puis bah, mettre en place une réaction adaptée. Donc, fini ma présentation sur un peu cette question, parce que le point de départ, quand même, pour moi, c'était que l'effet du son sur les plantes, c'était du flan. Et ben, quelques années après, là, je suis quand même bien obligé d'admettre que les plantes pardon, perçoivent le son. Qu'on a constaté quand même plein de fois qu'il faut des expositions répétées au son pour augmenter l'efficacité nous, de la réponse immunitaire, mais que cet effet, il est vraiment réel et important, quoi. Évidemment, il y a encore des points noirs qui sont un petit peu bloquants, je pense, pour un peu aller plus loin. Donc, c'est comment les plantes perçoivent le son. Moi, je vous ai un peu parlé de ce qu'on fait, hein, mais
même si le travail est quand même plutôt avancé, c'est encore hypothétique. Donc, malheureusement, encore la possibilité de trouver des choses qui contrediraient notre hypothèse. Et puis, eh ben, pour nous un petit peu, enfin, si on veut continuer de travailler sur le sujet, ce serait vraiment extraordinaire de montrer qu'il y a un rôle dans la nature. Et un petit peu un truc qu'on aura à faire, c'est dans la nature, évidemment, la plante n'est pas soumise qu'à une seule stimulation, hein, c'est plus compliqué. Et alors la compétition avec une autre stimulation mécanique, bah, c'est pas tellement avec la gravité, parce que la gravité, elle varie avec la masse, donc avec la croissance, c'est lent. Par contre, il y a le vent, quoi. Et donc, comment la plante, elle peut faire le tri entre l'effet du vent et l'effet du son, puisqu'on travaille par ailleurs sur le vent, et que les effets ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est peut-être pas une question aussi compliquée qu'il y paraît, mais en tout cas, ouais, on aimerait bien avoir quelques certitudes là-dessus. Voilà, alors si le sujet vous plaît, il y a encore le Pour la science qui traîne en salle café avec un article dessus bah, qui est pas tellement sur le même angle, il y a des choses différentes. Un podcast dans la science CQFD. Après, si vous lisez l'allemand, bah, c'est un petit raccourci de ça en allemand. Et voilà, juste parce que j'ai passé des très très mauvaises années à apprendre l'allemand pendant toute ma jeunesse, c'était énormément ça. Et voilà. Et alors, du coup, ben, nous, c'est un sujet, comment dire, c'est plutôt un sujet rigolo, quoi. Il n'y a pas de gros enjeux dessus, enfin, de gros enjeux, je veux dire, financiers. Voilà, j'espère que personne ne compte sur l'effet du son sur les plantes pour sauver le monde. Et donc, bah, c'est un truc qu'on a beaucoup aimé partager bah, dans l'équipe. Et puis, bah, ça nous a permis quand même d'élargir, de travailler très, très fréquemment avec Nihat et les physiciens du Mans. Et puis voilà, donc je remercie évidemment tout le monde, et particulièrement bah, Haroun et Fred, qui quand même depuis le début ont été dans tous les mauvais coups. Voilà.